Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio jusqu'à 10h. Invité exceptionnel, Martin Jarry, président de l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel et du numérique. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour vous interviewer pour cette prochaine demi-heure. Le patron de Sud Radio, Patrick Roger, bonjour. Bonjour, je remplace un peu Valérie Expert, et puis, avec vos côtés, qui est partie média avec Gilles Ganzmann, notre expert média. Gilles, oui. Oui. Alors, Gilles, Patrick. présentation évidemment de Martin Jarry, notre invité. Alors, Martin, vous êtes né à Paris en 1968. Alors, après les pavés, en décembre, juste après mai 68, je pense que vos parents ont eu une petite idée à dire si on se faisait un enfant. Vous êtes président depuis le 2 février 2025 de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est l'acronyme Arcom. Alors avant, vous avez fait un petit tour au ministère de l'économie, à la sortie de l'ENA, que vous avez réussi brillamment. Vous êtes directeur général ensuite de Radio France, le service public, de 2004 à 2009. Et puis de 2010 à 2014, vous entrez à France Télévisions. Vous êtes directeur général délégué aux ressources. Ça veut dire que vous vous occupez des pépettes du service public et de l'argent des Français, donc. Exactement. Et puis en 2019, vous avez été directeur adjoint de l'Opéra National. Donc vous savez donner de la voix, un petit contrut ou vous êtes ténor ? Non, je me suis plutôt occupé des débats internes à l'opéra qui sont souvent assez intenses et vifs pour que cette formidable machine puisse produire des spectacles et du rêve tous les soirs. Alors avec l'Arcom, vous n'êtes pas dépaysé au niveau des débats. Voilà, exactement. C'est des débats plus externes, mais c'est tout aussi intense. Oui, alors Martin Jarry, Benjamin l'a très bien dit tout à l'heure, on appelle souvent l'Arcom, on le baptise le gendarme de l'audiovisuel, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est vrai que parce que votre mission c'est réguler, contrôler en fait les médias audiovisuels. Alors avec la fermeture, on en a beaucoup parlé l'année dernière avec la fermeture de C8 notamment, et puis il y a eu beaucoup de débats, certains vous accusent de censure, d'opposition à la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Parce que c'est vrai qu'il y a des mises en garde parfois qui arrivent chez les médias. La première réponse, c'est que lorsqu'on intervient dans le domaine de la liberté d'expression, il faut soi-même être ouvert à la critique. Et de ce point de vue-là, que certains trouvent que nos décisions sont trop intrusives, ils ont le droit de le dire. Certains nous accusent de censure, d'autres au contraire nous font le reproche d'être trop laxistes et de laisser sur différentes ondes s'exprimer des propos qui vont au-delà des limites de la liberté d'expression. On écoute les critiques des deux côtés. Et peut-être pour reprendre votre expression, plutôt que gendarme, on se veut arbitre. Et être arbitre, c'est écouter les deux parties. Arbitre, ça veut dire que vous utilisez le sifflet de temps en temps et vous sanctionnez. Alors, l'arbitre, il utilise le sifflet, mais il doit aussi favoriser le beau jeu. Donc on essaie de faire les deux à la fois, laisser la place à la liberté d'expression pour que le jeu puisse se développer, mais aussi, lorsqu'il y a des manquements, des fautes, on les siffle. Oui, mais alors on va parler tout à l'heure de la présidentielle. Certains partis ou candidats disent faut fermer l'Arcom, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous leur répondez là aussi ? Alors, de la même façon, on est ouvert à toutes les critiques. Simplement, les autorités administratives indépendantes, nous, l'Arcom, nous sommes indépendants, nous sommes un collège de 9 personnes, ce n'est pas moi, le président, qui prend des décisions, c'est 9 personnes nommées par 5 autorités différentes qui, ensemble, prennent des décisions en matière de liberté de communication, en matière de supervision des réseaux sociaux, de numérique de plus en plus. Que je dis, c'est que ces fonctions-là, par exemple, attribuer des fréquences à Sud Radio, attribuer des fréquences à vos concurrents, à des télévisions, est-ce qu'on imagine que cette décision-là soit entre les mains d'un gouvernement ? Pour reprendre la métaphore de l'arbitre, est-ce qu'on imagine que l'arbitre puisse appartenir à l'un des camps, à l'une des équipes ? Non. Donc, il faut un arbitre indépendant. Ça existe en France, ça existe dans tous les pays. Personne ne croit que vous êtes indépendant. Est-ce que Emmanuel Macron vous téléphone jamais ? Non, jamais. Jamais. Par ailleurs, parce que vous êtes nommé. Deuxièmement, Emmanuel Macron, le président de la République, ne m'appelle jamais. Deuxièmement, nous sommes 9. Nommés par parties successives, par le président du Sénat, par la présidente de l'Assemblée nationale, par le vice-président du Conseil d'État. Nommé par le président de la République. Absolument, et j'ai une voix sur 9 au sein du collège. Et je ne suis pas renouvelable au terme de mon mandat, et il ne vous aura pas échappé que le mandat du président Macron s'achève en 2027 et le mien en 2031. Donc il n'est pas lui-même rééligible. Et par ailleurs, il ne m'appelle jamais, et enfin, nous sommes 9. Donc tous ces éléments font que la décision de l'Arcom, elle est indépendante. Évidemment, tout le monde en doute, notamment ceux qui trouvent que nous sommes alternativement trop censeurs ou trop laxistes, et c'est beaucoup plus facile, évidemment, de critiquer notre fausse indépendance lorsqu'on veut critiquer
critiquer le fond de nos décisions. La vérité, c'est que nous sommes indépendants. Oui, alors c'est ça. Alors sur les questions, par exemple, de liberté d'expression et sur vos interventions, souvent vous intervenez lorsque vous avez eu des saisines. C'est-à-dire que des gens vous interpellent parce qu'ils ont été choqués par certaines choses ou pas. À quel moment vous décidez, entre guillemets, d'enquêter sur le média en question? Alors c'est très simple. D'abord, un point très important à rappeler, c'est que nous sommes d'abord là pour protéger la liberté d'expression et on intervient uniquement quand ce qui est dit à une antenne de radio, de télévision dépasse les limites fixées par la loi. Et on agit toujours dans le cadre de la loi. Pour permettre que cette mission se développe, on recueille de manière très ouverte toutes les saisines, les plaintes, les réclamations des auditeurs, téléspectateurs. Ils n'ont qu'à venir sur le site de l'Arcom. Ils remplissent un formulaire très simple en indiquant l'heure de l'émission, le nom de l'émission, le motif de leur insatisfaction ou de leur plainte. Et à ce moment-là, on instruit la séquence. On regarde si dans la séquence il y a un manquement. Ou si au contraire il y a juste une insatisfaction parce que les gens sont pas contents de ce qu'ils ont entendu. Bah oui, puis il y en a certains qui peuvent en groupe aller voter, investir massivement un peu votre site. Est-ce que là vous les suivez? Nous sommes parfois victimes de tentatives d'instrumentalisation. C'est tout l'intérêt et de l'expertise de nos services qui instruisent ces séquences, puis de l'indépendance du collège, c'est qu'on n'est pas évidemment, on se laisse pas influencer par ces tentatives d'instrumentalisation. Ce qui est important que vous ayez à l'esprit, c'est que 90% des saisines, des plaintes qui nous seront adressées, on ne les retient pas, on les écarte, parce que ce sont souvent des téléspectateurs, auditeurs qui ne sont pas contents de ce qu'ils ont entendu. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne sont pas contents. Mais le propos n'est pas illégal parce qu'il est dans le cadre de la liberté d'expression qui, heureusement, est très large. Est-ce que vous contrôlez de la même manière les médias publics et les médias privés? Certains disent que finalement, vous faites respecter le pluralisme, mais vous vous accommodez en fait d'un certain politiquement correct pour certains médias. Je viserai personne, mais je pense que les auditeurs ont compris. Je dirais même que nous sommes plus exigeants avec le service public qui a... qui a une obligation d'exemplarité, notamment en matière de rigueur, d'honnêteté de l'information. Il nous arrive de rappeler à l'ordre le service public sur des motifs, des situations, notamment lorsqu'une information a été exprimée, assénée, sans être suffisamment vérifiée, dans des cas où parfois on ne le ferait pas ou moins systématiquement pour les opérateurs privés. Donc il n'y a pas deux poids deux mesures, il y a au contraire une exigence d'exemplarité plus forte pour le service public. Et ensuite, effectivement, dans les observateurs, on se rend compte que certains nous disent que le service public penche d'un côté ou que d'autres penchent de l'autre, mais ça fait partie du débat politique normal, légitime, mais auquel nous, on doit justement se garder de se faire influencer. Est-ce qu'ils peuvent vraiment être ni de gauche ni de droite, le service public ? Le service public doit être impartial. Il ne doit effectivement être ni de gauche ni de droite, accueillir toutes les opinions sur ses antennes. C'est le cas pour vous en ce moment ? Ça doit être l'objectif, c'est la démarche, c'est ce que préconise, c'est ce qui fait l'objet d'un rapport publié à la fin du mois de mai par Bruno Lasserre, ancien vice-président du Conseil d'État à qui nous avons confié une mission pour faire des propositions pour que le service public fasse encore plus la preuve de son impartialité, mette en place différents processus d'examen interne, d'examen externe pour... Alors, c'est-à-dire, ça peut se concrétiser comment, ça, Martin Ajdari ? Ça se concrétise par une charte éditoriale qui affirme des principes. Déjà il y en a certaines, mais elles ne sont pas harmonisées et elles ne couvrent pas tous les champs. S'assurer que le devoir de réserve s'applique à l'ensemble des agents concernés et qui sont amenés à s'exprimer... C'est-à-dire pas d'opinion politique, quoi. Ça veut dire une attention. Il ne s'agit pas de pas avoir d'opinion politique. Quelqu'un qui intervient ponctuellement, un invité qui vient de manière ponctuelle peut évidemment avoir des opinions et parfois il est invité pour cela. En revanche, quelqu'un qui porte l'antenne tous les jours, par exemple dans un journal de 8h, de 13h ou autre, doit avoir une attention particulière pour son expression publique en dehors de l'antenne de Radio France ou de France Télévisions, parce que là, effectivement, il porte une responsabilité en termes d'impartialité qui est plus importante. C'est également puisqu'il y a un comité d'éthique à France Télévisions, à Radio France, de renforcer ses moyens et ses pouvoirs en leur demandant, par exemple, de faire des examens tous les ans sur
telle tranche horaire, telle catégorie d'émissions, pour voir quels invités ont été conviés. Est-ce que l'équilibre a été respecté? Vous avez vu que lors de la commission, le comité d'éthique, c'était une personne qui n'était pas vraiment au courant de tout. Ça a été un peu mis en avant dans cette commission. Est-ce que la commission qui a eu plein de rebondissements, commission à l'oncle, est-ce qu'elle a été nécessaire? Quel regard vous avez été auditionné vous-même? Quel regard vous en avez après les mois qui sont passés et avec du recul? Alors, quelques remarques. Le premier, c'est qu'une commission d'enquête se penche à intervalles réguliers, tous les 10-20 ans, sur le service public, son périmètre, ses missions, son financement, ça me paraît tout à fait logique et légitime. Ensuite, ce que je regrette, c'est que la tonalité générale des débats était quand même accusatoire, inquisitoriale, se focalisait uniquement sur quelques éléments supposés d'effrayer la chronique, et finalement on est passé assez longtemps et on a mobilisé un temps de débat très important sans vraiment traiter les questions de fond. Quelles sont les missions du service public qu'on accepterait éventuellement, auxquelles on accepterait de renoncer si on veut apporter moins de financement au service public? Cette question-là, elle n'a pas été véritablement débattue pendant la commission. Deuxièmement, ce que je regrette aussi, c'est que au-delà du service public, on a bien sûr un problème de fragilité des médias publics et privés, et de leur capacité à résister par rapport à la déferlante des réseaux sociaux et des plateformes. Et ça, pour assurer une information démocratique de qualité pour l'ensemble des citoyens et représentant l'ensemble des opinions, c'est un vrai débat qui malheureusement a été laissé assez largement de côté. Je pense qu'on va en parler en fait dans le prochain volet, mais juste pour terminer sur ce contrôle peut-être. Les médias audiovisuels sont ultra contrôlés par l'Arcom justement, alors que la presse écrite, les médias sur le digital, eux, ne sont pas vraiment contrôlés comme nous. Est-ce que c'est normal d'ailleurs? Et puis derrière, j'irai jusqu'à la question Gilles. Les chaînes d'opinion, est-ce qu'il faut avoir des chaînes d'opinion comme il y a des journaux d'opinion en France? Alors, ce sont deux questions assez différentes. Les médias audiovisuels, les radios, les télévisions, qui bénéficient d'une fréquence qui permet de toucher gratuitement toute la population ou toute une catégorie de population sur un territoire, en vertu de la loi, ont des obligations éditoriales, et ce sont des éditeurs, les chaînes de radio, de télévision, qui, en demandant une fréquence, prennent des engagements éditoriaux et respectent la loi, des engagements en termes de qualité, de rigueur de l'information, de pluralisme, de protection des publics, notamment des mineurs, d'accessibilité pour les programmes audiovisuels aux personnes en situation de handicap. Tous ces engagements, ils sont prévus par la loi et ils sont acceptés par les radios, les télés lorsqu'elles demandent et obtiennent une fréquence. À côté de ça, vous avez sur le numérique des milliards de contenus. Les acteurs du numérique, ce sont des plateformes qui accueillent des contenus postés, téléversés par des individus ou des professionnels, et qui sont ensuite mis à disposition des utilisateurs. Donc le cadre est vraiment très différent, les contenus sont infinis. Ce qu'on demande à ces acteurs-là, ce n'est pas rien. On leur demande à eux de mettre en place des règles qui vont protéger leurs utilisateurs face aux risques les plus importants. C'est l'enjeu de la future majorité numérique et la limitation de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. Oui, on y reviendra dans un instant avec vous, Patrick Roger. Gilles Ganzmann, votre invité jusqu'à 10h, c'est Martin Hadjari, président de l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel et du numérique, gendarme ou arbitre, à voir à décider en tout cas. Bravo, vous avez bien appris. Merci. 7h10, le grand matin Sud Radio. 7h10, Benjamin Glaise. Il est 9h45, vous êtes bien sur Sud Radio. Patrick Roger, Gilles Ganzmann, votre invité jusqu'à 10h, c'est le président de l'Arcom, Martin Hadjari. Martin Hadjari, absolument le président de l'Arcom. On l'évoquait tout à l'heure sur le numérique. Beaucoup ont parlé de jungle, il y a une volonté de réguler. On va parler de la majorité numérique, notamment qui concerne l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Il y a eu aussi le rapport du sénateur Laurent Lafont il y a quelques jours, qui a suscité la polémique parce qu'il a parlé d'ingérence étrangère. Il faut lutter contre des ingérences étrangères, et il a parlé d'ingérence intérieure. Alors là, on se dit qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de liberté d'expression, qu'on ne pourra plus critiquer les uns et les autres. Quelle a été votre vision justement quand il y a eu ce rapport il y a une dizaine de jours? Alors, je ne sais pas ce que visait exactement Laurent Lafont, le président de la commission des affaires culturelles du Sénat. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce rapport, qui je crois est vraiment une excellente contribution à la réflexion sur l'irruption des plateformes, des influenceurs dans le débat public et démocratique.
ce que nous faisons déjà depuis quelques années avec une institution qui s'appelle Viginum, c'est protéger le débat démocratique contre des ingérences extérieures qui viennent de puissances extérieures qui organisent la diffusion massive de fausses informations pour déstabiliser le débat public. Ça existe, on le sait. Et on accepte de se protéger avec des moyens, je dirais, de souveraineté d'État face à des attaques extérieures. Et ça, tout le monde est d'accord. Ensuite, il y a la question de déstabilisation du débat public qui ne serait pas issus de l'extérieur, qui sont, je dirais, internes, qui peuvent être liés là aussi à l'utilisation massive de faux comptes, qui peuvent être liés là aussi à l'exploitation du caractère, des algorithmes qui polarisent le débat en renforçant les gens dans leurs convictions, en ne leur envoyant que des idées correspondant à leurs propres préjugés. Et ça, ce sont des questions. On a le droit d'avoir des idées qui ne sont pas forcément... On a absolument le droit, et ça n'est absolument pas en cause, et il faut absolument le protéger. Oui. Ce qui, en revanche, n'est pas inutile, c'est d'examiner si, lorsque vous êtes sur une plateforme, est-ce que cette plateforme va plutôt avoir tendance à vous renvoyer sans cesse des contenus les plus radicaux possibles allant dans votre sens ou pas. D'un point de vue, je dirais, sociologique, c'est intéressant à observer. Deuxièmement, s'il y a mais s'il n'y a pas mais s'il y a des comptes artificiels, s'il y a des contenus produits par IA qui sont faux et que l'on peut examiner leur impact sur le débat public, c'est un objet d'observation légitime. Ça menace la démocratie, quoi. C'est ce qui a été dit par certains. D'autres disent c'est la démocratie et la liberté d'expression qui vont être menacées. Différencier complètement les choses. Il y a les attaques extérieures qui sont des problématiques de souveraineté contre lesquelles il faut se défendre. Et ensuite, la qualité du débat démocratique. Et de la même façon que sur les antennes où on donne des fréquences, on octroie des fréquences à des radios, on vérifie qu'il y ait des règles d'honnêteté de l'information, de pluralisme. Sur les réseaux sociaux, le numérique, c'est complètement différent. Ce ne sont pas les mêmes règles, mais observez ce qui s'y passe. Observez si des comptes artificiels, si les algorithmes, si l'intelligence artificielle perturbe le fonctionnement normal du débat démocratique, c'est au moins un sujet d'observation légitime. Et je crois que ce dont il était question dans le rapport, c'est de l'observer, pas de prendre des mesures beaucoup plus directes, comme on le fait en matière d'ingérence extérieure. Vous comprenez qu'avec les interdictions ou la surveillance de l'Arcom, résultat, le public ne croit plus ce qu'ils appellent ou ce qu'on appelle les médias mainstream. Donc il y a une vraie difficulté aussi à avoir une liberté sur un tas de réseaux, sur un tas de chaînes qui peuvent dire des choses que nous on ne peut pas dire à la radio, pas pour des raisons de censure, mais parce que on est responsable de l'éditorial, enfin Patrick. Et donc plus il y a d'interdits, moins on peut concurrencer ces réseaux-là, parce que eux ne sont pas, il y a aucune régulation. Et si vous faites de la régulation des autres réseaux de YouTube et des autres chaînes, on va vous dire c'est liberticide. Donc à force d'interdire les chaînes mainstream, on est plus cru et on pense qu'on est autoguidé par des politiques. Vous comprenez je comprends ce que vous dites et je l'entends souvent. Je pense le contraire. Je pense qu'au contraire, le fait de savoir qu'il y a une information professionnelle de qualité et un vrai débat public sur des radios, des télévisions régulées, ça fait partie de leur crédibilité, même si les citoyens expriment leur défiance. Néanmoins, ils y croient. Lorsqu'on a une situation dramatique comme en ce moment sur les incendies, les gens se précipitent sur les télévisions et les radios, les chaînes d'information, les radios de service public, parce qu'ils ont une information produite par des gens... Oui, non mais bien sûr. Non mais et vous êtes particulièrement concerné géographiquement à Sud Radio, même si votre auditoire est concerne l'ensemble du territoire français, mais votre origine est dans le Sud-Ouest, donc on comprend bien. Mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens sur une chaîne d'information ou une radio d'information ou votre radio, ils ont une information à la fois un décryptage sur les causes de l'incendie, des professionnels qui s'expriment, des témoignages de terrain, et le fait que ce soit recueilli par des éditeurs dont c'est le métier, ça donne une valeur bien différente de ce qu'on peut avoir comme information éparse et plus ou moins vérifiée sur les réseaux. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle et j'y crois profondément. Ensuite, sur les réseaux, on ne fait pas de censure, on n'intervient pas pour faire retirer des contenus. Ça, c'est éventuellement la justice. Pardon ? C'est sous l'égide de l'Arcom, les réseaux ? Nous, les réseaux sociaux et les plateformes, c'est ce qui est souvent un peu difficile à comprendre. On intervient uniquement
en lien avec la Commission européenne qui est compétente pour les plus grandes plateformes TikTok, X, Instagram, Facebook, pour s'assurer que ces acteurs mettent en place des procédures, des règles qui vont permettre de protéger le public, donc des procédures de notification lorsqu'un contenu est très dangereux. C'est pas nous qui intervenons. Nous, on vérifie que la procédure de notification existe. C'est éventuellement mettre une règle d'accès pour les mineurs. C'est lorsqu'on sait qu'un utilisateur est mineur, ne pas lui envoyer des notifications nocturnes, désactiver le caractère addictif de l'algorithme parce que c'est particulièrement dangereux pour un mineur. Et donc nous, on n'intervient pas sur les contenus individuels, on intervient pour être sûr que les plateformes mettent en place des règles qui protègent le débat, qui protègent l'utilisateur. Vous avez parlé des mineurs. 4 minutes, 4 questions. La majorité numérique, la loi sur l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans. Et comment vous allez en fait intervenir ? Et là, même chose, est-ce que la liberté d'expression, c'est une atteinte ou pas à la liberté d'expression pour les gamins Alors, c'est une atteinte potentielle à la liberté d'expression, mais dont le Conseil constitutionnel dira si elle est proportionnée par rapport au risque que les enfants connaissent en ligne. Il y a plus de la moitié des 9-10 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a 90% des 10-12 ans qui ont tous les jours sur les réseaux sociaux ou les plateformes. Sur ces réseaux et ces plateformes, ils sont confrontés à des risques, à des contenus dangereux, à des adultes mal intentionnés, à des fonctionnalités algorithmiques qui peuvent être addictives. Donc, compte tenu porno, vous avez publié un bilan en fait hier, quoi. On publie aujourd'hui un bilan sur la vérification d'âge pour les sites porno. Là, c'est 18 ans, et en mettant en place depuis 1 an des mécanismes de vérification d'âge, on a fait diminuer d'1 tiers le volume de consommation de porno par les mineurs, et on s'est quelque part adressé à une 60aine de sites pour leur demander de mettre en place les vérifications d'âge. Donc on agit sur le porno, on va agir demain sur la majorité numérique. Il y a une restriction de liberté, mais qui paraît nécessaire pour protéger les mineurs. Il faudrait que ce soit compatible avec justement l'Europe, la Commission européenne. Et ça on aussi, le fait dans le cadre européen. Oui. Et ce qu'on va faire pour répondre à votre question, on va observer si les plateformes mettent en place la vérification d'âge sur les nouveaux comptes créés à partir du 1er septembre et sur le stock de comptes existants à partir du 1er janvier. Et si on constate qu'elles ne vérifient pas l'âge de manière conforme au référentiel, alors on pourra saisir nos collègues irlandais ou néerlandais où sont installés Snapchat, Instagram, TikTok, pour qu'ils puissent prendre des mesures pour les forcer à se conformer. Oui, l'année politique, c'est une année cruciale qui arrive avec le pluralisme. Il y a de nouvelles règles qui vont entrer en vigueur ou pas ? J'ai vu en fait, par exemple, qu'on ne pourra pas diffuser en fait la nuit parce que certains diffusaient la nuit des parties qu'ils n'avaient pas envie de voir forcément sur leur antenne, quoi, alors, ou pour faire du rattrapage. On a adapté les règles de suivi des temps de parole parce qu'aujourd'hui, une règle permettait aux antennes de radio, de télévision, de diffuser entre minuit et 6 heures des temps de parole de politique alors que l'audience est quasiment nulle pour compenser un éventuel déséquilibre en journée. Comme cette règle est mal comprise, a fait l'objet de beaucoup de critiques, on a dit qu'on allait supprimer la prise en compte du temps nocturne pendant le temps normal, pas pendant la campagne, mais pendant le temps normal. Et en revanche, je discutais avec les éditeurs pour qu'ils aient le même degré de souplesse qu'avant, pour qu'on ne les décourage pas d'inviter des personnes politiques. Ça, c'est la règle qu'on a mise en place récemment pour que en gros l'opinion publique, les médias comprennent mieux ce que nous faisons en matière de vérification du temps de parole. Pour la présidentielle, on va publier à l'automne les règles qui s'appliqueront à la campagne. Elles sont globalement de même nature que les années précédentes, que pour les précédentes élections, avec un suivi précis des temps de parole aux différentes phases de la campagne présidentielle, avec une attention très forte, une vigilance très forte à ce que la façon dont les télés, les radios rendent compte du débat ne soit pas partisan, soit prudent et soit conforme aux objectifs de la loi. Et puis, on va sans doute avoir un regard nouveau, inédit, parce que le phénomène est inédit, sur le rôle que les créateurs de contenu, les influenceurs... Ils seront pris en compte alors, d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent être pris en compte. Ce qu'on va faire, évidemment, si on ne va pas s'intéresser à tous les créateurs de contenu qui mettent des contenus... Mais ils devront avoir eux aussi du pluralisme, quoi. Alors, ce que l'on va sans doute regarder, c'est que ceux qui ont la plus grande influence, ceux qui ont le plus grand nombre d'abonnés ou de spectateurs, si je puis dire, on puisse leur demander de respecter les mêmes règles d'équilibre ou d'égalité entre les candidats qu'ils invitent et les mêmes règles de prudence, de modération dans le traitement de la campagne. Pas comme les médias classiques, quoi.
La loi audiovisuelle permet de leur appliquer les mêmes principes. Ce ne sera pas les mêmes règles, parce que les principes de diffusion, de distribution des contenus sont complètement différents. Vous n'avez pas la même notion de temps de parole sur un contenu qui n'est pas linéaire que sur un contenu qui est diffusé du matin au soir de façon linéaire. Donc ce sera évidemment très différent, mais sur le principe, si ces influenceurs, créateurs de contenu ont une diffusion massive, comme ça a pu être le cas lors de la précédente campagne américaine, alors, en application de la loi, on ne doit pas s'interdire de regarder si les mêmes principes ne doivent pas donner lieu à une vigilance particulière de la part du régulateur. Rapidement, ça fait 1 an que vous êtes à la tête de l'Arcom. Vous avez envie de changer quoi? Comment vous voyez le futur? Qu'est-ce que vous imaginez pour l'Arcom? Comment vous allez mettre votre empreinte sur cette institution? J'essaierai d'être humble sur l'empreinte. C'est un collège de 9 personnes et des agents extrêmement engagés dans leur métier. Ce qu'il faut, c'est que nous montions en puissance sur la régulation du numérique pour que les plateformes, les réseaux comprennent que la conformité aux droits et aux valeurs de la France, de l'Europe, ne sont pas une option. Et pour ça, il faut que nous montions en puissance en termes de respect et donc de sanctions. Et le second enjeu, c'est assurer la vitalité ou contribuer à la vitalité des médias d'informations professionnelles qui sont essentielles au débat public et qui souffrent énormément dans le monde digital que nous connaissons. Et il faut leur attribuer à ces médias, à Sud Radio, à TF1, à M6, au service public, les moyens d'être visibles, audibles et dynamiques économiquement dans ce monde très différent. Bon, donc des fréquences sur la FM et le DAB+, notamment pour la radio. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Martin Hajlari, président de l'Arcom. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio avec Gilles Ganzmann et Patrick Roger. 9h58 dans un instant, les grands débats de l'été avec Maxime Liédot. Vous appelez, il vous attend au standard 0826 300 300. Moi je vous souhaite une très belle journée et à demain. On retrouvera John Rakotozafi à partir de 6h. C'est confirmé, John? C'est bien ça. Et puis moi je vous retrouve à 7h. À demain.